vous avez vu que c'était la vertu à la mode aujourd'hui. Tout le monde parlait d'audace et je crois que la baseline de votre entreprise, c'est osons l'économie circulaire. Donc la parole est à vous. Merci, c'est plutôt une proposition que j'essaierai de formuler tout à l'heure. Merci de me donner l'occasion de m'exprimer devant vous. Je dormais au fond de ma poubelle quand on a tapé violemment sur le couvercle en me demandant d'intervenir à ce forum. Ce que je fais à la fois avec plaisir, avec un peu d'interrogation et aussi même une pointe d'inquiétude. J'aimerais partager avec vous, d'une part, des expériences en tant que chef d'entreprise. L'entreprise s'appelle CITA. Je vais vous présenter dans un instant des réalisations que nous avons l'habitude de mener. Mais j'aimerais aussi partager avec vous des expériences qui fonctionnent et des expériences qui ne fonctionnent pas très bien. Et puis enfin, j'aimerais aussi prendre ma lampe torche et braquer dans certains, j'allais dire, recoins un peu obscurs de ce qu'on appelle facilement l'économie circulaire, des situations qui ne sont pas encore clarifiées ou des problèmes qui restent à résoudre aujourd'hui. Alors, à l'heure actuelle, si je démarre ma présentation, vous connaissez normalement ce transparent ou les films qui vont avec. On considère que dans le monde, il y a aujourd'hui 10 millions de tonnes de déchets qui sont produites chaque jour. Vous connaissez également normalement le suivant. Voilà, je ne l'avais pas mis dans le bon sens, veuillez m'excuser. Ce qu'il ne faut surtout pas faire en présentation, à savoir la possibilité de recycler simplement aujourd'hui, on considère 10% des déchets. J'apprécie le calme avec lequel vous accueillez mes premiers propos, parce que personnellement, si j'étais dans la salle, je me dirais que ça commence pas bien, cette présentation. Et en particulier, j'ai en tête les présentations ou celles faites tout à l'heure par Monsieur Lambert, sur le fait que si j'ai dit que j'allais partager avec vous des interrogations, il y en a une que je n'ai pas besoin de partager parce qu'elle n'est pas l'objet d'une interrogation. Si nous parlons d'économie circulaire, je suis le premier à affirmer de façon très claire devant vous que la gestion des déchets n'est pas le point d'entrée d'une réflexion sur l'économie circulaire. Le recyclage des déchets ne peut pas être l'objectif principal d'une économie circulaire. Mais je vous demande simplement, et donc je me sens très à l'aise avec ces positions de principe, je vous demande simplement de vous rappeler que je m'exprime ici en tant que chef d'entreprise qui gère le cycle complet des déchets et que ce postulat étant posé, d'une part, les déchets existent et il ne faudrait pas que leur accumulation, d'où les chiffres que je venais de montrer à l'instant, soit une sorte de point de blocage. De la même façon que, tentation parfois française, n'attendons pas qu'une situation soit complètement clarifiée ou réglée pour ensuite passer à l'étape 2. Il faut à la fois entrer dans l'économie circulaire et simultanément s'occuper de la gestion des déchets qui existent en essayant de promouvoir le plus possible le recyclage de ces déchets. Alors c'est ce que j'avais essayé de vous montrer aujourd'hui. Problématique habituelle, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, quels sont les enjeux derrière la question de la valorisation des déchets? Ce sont des enjeux de préservation de la ressource, ce sont des enjeux de consommation et de maîtrise d'énergie, et ce sont des enjeux également de gaz à effet de serre qu'il ne faudrait pas oublier. À ce stade, je voudrais également apporter 3 précisions, si vous le voulez bien. La première, c'est qu'à plusieurs reprises, je vais parler de valorisation des déchets. C'est en fait la traduction en français de l'expression anglo-saxonne recovery. Je pense que si on le traduisait très précisément, on dirait remise en valeur des déchets. Mais en France, on va se heurter à une connotation qui est liée au mot valeur. Et donc, je me contenterai de dire valorisation des déchets en vous montrant ce que ça peut recouvrir. La deuxième chose, c'est que ce sont vos déchets qu'il faut gérer. Je voudrais juste rappeler, si j'ai dit que j'étais au fond de ma poubelle quand on m'a réveillé, que l'activité de production de déchets, elle est le fait des agents économiques et que les entreprises qui sont en charge de quelque secteur que ce soit de la gestion des déchets ne sont pas des producteurs de déchets, elles sont les gestionnaires de ces déchets. Les anglo-saxons ont une formule, les anglais ont une formule que j'aime beaucoup qui est quand on annonce une mauvaise nouvelle, ne tuez pas le messager, il n'y est pas pour grand-chose. Donc je voudrais insister sur ce point-là. Alors si on parle de ces enjeux, on peut les présenter différemment. Je vous laisse découvrir le texte qui est en blanc sur l'écran à l'heure actuelle. Je ne vais pas le lire, je pense que c'est compliqué. Vous pouvez le lire plus rapidement que moi. Question, qu'est-ce que c'est? C'est dans le Code de l'environnement la définition d'un déchet en France. On trouverait d'ailleurs la même dans la plupart des pays occidentaux. Pourquoi est-ce qu'on a éprouvé le besoin de définir ce qu'est un déchet? C'est parce que dans l'économie traditionnelle, qui est encore la nôtre, le modèle dominant, le déchet, c'est ce qui n'est pas un produit. Vous allez me dire, oh, bravo, il a enfoncé une porte ouverte. Mais non, ça a des conséquences. Si vous êtes un producteur de déchets, un chef d'entreprise, la bonne gestion et la bonne élimination de vos déchets, c'est une responsabilité pénale.
Je vous rappelle également que si vous êtes en Europe, parmi les principes fondateurs des traités de Rome ou des traités de l'Union européenne, il y a les principes de libre circulation. Libre circulation des personnes, libre circulation des biens, libre circulation des capitaux. Si un bien peut circuler librement, par définition, ce qui n'est pas un bien devrait être défini comme un déchet, ne peut pas circuler librement. Donc ça a toute une série de conséquences. Et cette définition, avec sa complexité, vous voyez bien que comment essayer de tout mettre dans la même définition, qui a donc une valeur légale en France, réglementaire, eh bien, l'objectif de la gestion, la meilleure gestion des déchets et du recyclage des déchets, dans une prospective et dans une perspective d'économie circulaire, ben, je pense qu'il faut rajouter en orange au-dessus pour que ceux-ci deviennent ou redeviennent une ressource. C'est ça le... Quel est le point de départ? Le point de départ, si je peux voir le slide suivant, s'il vous plaît. On nous a expliqué qu'on avait des interférences, vous avez vu qu'on avait problème de micro et de choses de ce genre. Le point de départ aujourd'hui, c'est qu'on considère qu'en France, il est d'usage de dire que 51% des déchets sont recyclés. Je voudrais juste vous montrer une ou deux choses derrière ce chiffre pour qu'on parte d'un pied qui soit un tout petit peu plus rigoureux. Donc il y a deux catégories d'agents économiques qui produisent des déchets. Les premiers sont les ménages. Chacun d'entre nous produit chaque année environ en France 550 kilos de déchets. Donc au total, on considère, je prends des chiffres auprès de l'ADEME qui gère cet appareil statistique, 30 millions de tonnes par an de déchets des ménages et des entreprises. Et puis il y a également des ménages, pardon. Puis ensuite les entreprises qui produisent ce qu'on appelle du déchet banal pour le distinguer de déchets plus spéciaux qu'à caractère chimique par exemple. Et en France, ce qu'on n'a pas forcément en tête quand on est peu habitué, l'ordre de grandeur c'est 80 millions de tonnes. En fait, chacun d'entre nous voit plutôt le camion qui vient effectuer la collecte devant sa porte. Les collectivités locales sont d'abord préoccupées par cette catégorie de déchets-là. Et donc, ce que je veux simplement indiquer, c'est que, en gros, pour une tonne de déchets aujourd'hui dans une économie occidentale qui est produite par les ménages, il y a 2 à 3 tonnes de déchets qui sont produits par des entreprises. Et encore, ma définition est assez restrictive parce qu'à ces 80 millions de déchets produits par les entreprises en France, je voudrais juste rappeler qu'il existe une autre catégorie, les déchets du bâtiment et des travaux publics, donc on sent bien spontanément, intuitivement qu'ils sont volumineux et pondéreux, 300 millions de tonnes. Et enfin, un sujet dont je ne parlerai ici qu'en présence d'un cabinet d'avocats et de garde du corps, 300 millions de tonnes de déchets agricoles par an en France à peu près. Ce qui veut donc dire que lorsqu'on présente cette valorisation à 51% de recyclage, on est d'abord sur les deux premières catégories. Et les chiffres, je crois, qu'on peut avoir en tête au démarrage, c'est qu'aujourd'hui, c'est 30 plus 80 millions de tonnes de déchets, des ménages et des entreprises, 110 millions de tonnes. Aujourd'hui, en France, 23 millions sont enfouis, 15 millions sont incinérés. Je vais considérer que l'incinération, ce n'est pas du recyclage. Et le reste, par définition, il est valorisé. Le recyclage, qui est la valorisation matière, étant la première forme. Mais ne pas oublier, je vous montrerai une photo tout à l'heure, la valorisation aussi biologique à partir de déchets organiques fabriqués du compost. Si je regarde ce qu'a été, et je voudrais maintenant vous parler un peu de l'entreprise dont j'ai la charge, si je regarde ce qu'a été son évolution, j'ai besoin du transparent suivant, merci. Vous connaissez sans doute les camions. SITA, ça veut dire Société industrielle de transport automobile au départ. Et en fait, cette visibilité que donnent les camions, notamment cette fâcheuse habitude qu'ils ont d'aller plus lentement au moment où vous êtes tellement pressé et que vous voudriez justement ne pas être en retard à votre rendez-vous, cette évolution, elle a correspondu à 3 chapitres dans l'histoire de la société. La première activité, c'était une activité à la demande de nos clients, publics ou privés. Une entreprise comme SITA, aujourd'hui, 2/3 de son activité est faite avec des clients entreprises, depuis le tout petit restaurateur au coin de la rue jusqu'aux plus grosses entreprises françaises, et 1/3 avec les collectivités pour le compte des ménages. Donc on nous a d'abord demandé de collecter, d'évacuer hors du centre-ville, particulièrement les déchets. Puis on nous a demandé, à partir des années 70, de traiter et d'éliminer ces déchets. Et depuis moins d'une dizaine d'années, on nous demande aujourd'hui de les valoriser avec toutes les formes possibles, et notamment du recyclage. C'est la raison pour laquelle, si je devais résumer ce qu'est aujourd'hui l'évolution de l'entreprise qu'avec tous mes collègues on anime, je dirais 30%. 30%, c'est parce qu'il y a aujourd'hui à peine 10 ans, en 2004, le chiffre d'affaires de l'entreprise est 2,5 milliards d'euros. Les activités de tri et de recyclage représentent juste 5% du chiffre d'affaires. L'an dernier, un chiffre d'affaires qui était 3,5 milliards d'euros,
30%, c'est l'activité de tri et de recyclage. Donc nous accompagnons et nous ne faisons que suivre la demande de nos clients, publics ou privés, et nous sommes engagés aujourd'hui de façon très résolue dans cette évolution. C'est une évolution qui est presque une révolution, parce qu'elle veut dire que la très vieille frontière qui existait entre les activités qu'on appelait traditionnellement de récupération de déchets, qui était un monde en soi, et les activités de collecte et d'élimination de déchets, pendant presque une centaine d'années, ont vécu en parallèle sans se connaître. Je me permets, en faisant attention au temps, un petit clin d'œil pour ceux d'entre vous qui s'intéressent au management d'entreprise. Le premier business model, si je veux faire d'un anglicisme, d'une entreprise de gestion de déchets, c'est de facturer la mise à disposition à ses clients de moyens de collecte et d'élimination. Votre acte commercial va consister à mettre à disposition des moyens et les facturer. Si vous êtes dans une logique de recyclage, votre acte commercial fondamental est d'aller acheter auprès de vos clients ce qui a de la valeur pour le revendre. Ne croyez pas que les clients ignorent qu'il y ait de la valeur dans le cuivre, les papiers, la ferraille qu'il peut y avoir dans leurs déchets. Et donc vous voyez que quand vous devez mener de front les deux activités, en termes de management, vous avez un changement complet. Une autre caractéristique d'une entreprise comme Cita, si j'essaie de me distinguer de façon objective de beaucoup d'autres entreprises, c'est que pour effectuer l'ensemble de ces activités, il vous faut un très grand nombre de métiers différents. On peut considérer qu'aujourd'hui, l'entreprise Cita, elle exerce 12 métiers complètement différents, y compris le traitement des sols pollués par rhizome qu'on vient de voir sur le petit film que j'ai aperçu au moment où je rentrais dans la salle. Quelques images de ce que cela représente, et là je commencerai également à mettre mon doigt sur certaines problématiques qui sont derrière cela. Voilà une usine, on en a 400 comme ça aujourd'hui, de toute nature en France. C'est un centre de tri, il a été inauguré au Mans il y a environ une dizaine de jours. Je voudrais solliciter votre attention sur les points suivants. J'ai les deux pieds au fond de ma poubelle et j'ai les mains dans la matière et je voudrais qu'on s'efforce de ne pas rester trop théorique. Qu'est-ce qu'il y a derrière un sujet de ce genre si je prends cette photo? La première remarque que je vais faire, c'est que ça coûte 20 millions d'euros à peu près. C'est ça l'ordre de grandeur pour un centre de tri. La deuxième chose, c'est aujourd'hui, les technologies du tri, et notamment de la sélection, ont tellement évolué, se sont tellement sophistiquées, qu'à l'entrée d'un centre de tri de cette nature, on peut mettre à peu près tout ce qu'on veut, dès lors qu'on aura séparé le déchet organique de ce que je vais appeler le déchet sec, si vous me suivez. Vous pouvez mettre tout en mélange, on peut tout trier. Un centre de tri de cette nature, c'est 20 emplois, pas plus. Et ce ne sont pas des emplois où je suis au bord du tapis roulant en train de prélever. Je vérifie simplement que les automatismes fonctionnent bien. Problématique d'emploi. Et puis enfin, les calculs qui ont pu être faits par l'ensemble des acteurs, pas uniquement par l'entreprise, montrent que l'optimum économique pour un centre de tri de cette nature, c'est 80 000 tonnes par an. Aujourd'hui, les centres de tri de cette nature en France sont plutôt entre 10 000 et 20 000 tonnes par an. Donc si d'un trait de plume, je voulais être absolument froid et rationnel, on supprime tous les petits. Et vous voyez que je vais toucher du doigt un autre problème qui a été évoqué par M. Lambert également ce matin, qui est le principe de territorialité. Parce que bien souvent, dans des zones urbaines, peu denses, donc dans des zones non urbaines, il n'est pas nécessaire d'avoir en toute logique apparemment. Donc je suis certain qu'André Dupont, qui vous présentera Vitamine T tout à l'heure, reviendra sur ce sujet, parce que je ne suis pas certain que derrière cette apparente problématique, il n'y ait pas de place pour beaucoup de complémentarité. Si je continue sur nos activités, voilà un centre de tri multifilière. Là, on est dans l'Oise. Vous avez à la fois un énorme centre de tri, une unité de valorisation énergétique. J'ai osé vous en montrer une. Je voudrais vous poser une question tout à l'heure. Vous avez développement d'activités de tri du déchet du bâtiment et des travaux publics qui est peu développé en France. Pour mettre en œuvre un centre multifilière avec en particulier des accès logistiques, fer, route, voire canal sophistiqués, il faut au moins 5 ans de préparation parce que on pense que c'est utile, tout le monde pense que c'est utile, mais on n'en veut pas à côté de chez soi. Et il y a peu d'endroits en France où il n'y a pas une maison juste à côté. Donc là, on a également une autre problématique. Ici, on se rapproche du cœur du recyclage. Cita, au cours de l'année dernière, a mis sur le marché, pour le compte de ses clients, pas pour son compte, 6,4 millions de tonnes de matières premières secondaires. Vous les voyez ici, vous avez des papiers cartons, vous avez des ferreux et des non ferreux, et vous avez des plastiques. On pourrait rajouter du bois, non pas le bois issu de la forêt, mais dans vos déchets, dans les déchets des entreprises, il y a beaucoup de bois. Un bois qui est souvent couvert de peinture et de vernis, donc il va falloir y prêter une attention particulière. Je vous montre quelques exemples de ce que peut donner l'évolution de l'entreprise. Ici, un partenariat avec Nexans. Vous avez sur l'écran, sur la partie gauche, des câbles.
Ça, ce sont plutôt des fils électriques que des câbles. Un câble sous-marin, ça fait 1 mètre de diamètre. À droite, vous avez du cuivre qui est pur à 99,9%. Et dans cette joint venture entre Nexans, qui est un des leaders de la fabrication de câbles dans le monde, un des tout premiers acheteurs de cuivre tous les ans, aujourd'hui, la fabrication permet de réincorporer, dès lors qu'il est bien pur, du cuivre jusqu'à 30% dans la matière qui va sortir des usines de Nexans. C'est ce que nous faisons. Ici, vous avez reconnu un avion. Partenariat avec Airbus. Ça s'appelle Tarmac, nous sommes à Tarbes, et vous voyez, l'image parle d'elle-même, c'est comment démanteler, puisqu'à peu près 85% du contenu d'un avion peut être réutilisé et recyclé, avec une problématique particulière, vous l'imaginez, sur les pièces détachées, puisqu'elles doivent faire l'objet de toutes les certifications qui sont nécessaires. Vous avez 17 catégories différentes d'aluminium. Nous avons, avec les industriels que je viens de citer, développé un partenariat avec la Commission économique européenne pour un programme qui s'appelle Pamela, pour réfléchir ensemble. Et là, vous voyez, je voulais toucher du doigt qu'on s'approche d'un retour en boucle sur l'éco-conception. Je ne suis pas un concepteur d'avion, je n'ai pas vocation à l'être. Mais on a peut-être quelques idées, quelques conseils à vous donner. Ici, je suis dans la vallée de la Seine, à l'ouest de Paris. À gauche, des balles de bouteilles en plastique vides qui arrivent. À droite, il manque une photo au milieu, une usine très complexe, très coûteuse. Vous avez des paillettes qui vont permettre de fabriquer à nouveau des bouteilles en PET, techniquement, qui sont aptes au contact alimentaire. Techniquement, ça fonctionne. Économiquement, c'est un désastre. J'y perds des dizaines de millions d'euros à l'heure actuelle depuis sa construction. Une des problématiques que nous avons, et je voulais également vous la faire comprendre, c'est que ici, il y a l'usage possible soit d'une matière première vierge, pour simplifier, elle est issue du pétrole, soit d'une matière première secondaire qui a fait l'objet d'un traitement. Par définition, ce traitement, il engendre un coût supplémentaire. Vous comprendrez alors que si, par exemple, le prix du pétrole est relativement élevé, la compétitivité des deux prix est valable puisque l'écart est faible. Si en revanche le prix du pétrole baisse, le surcoût qui est engendré par ce traitement augmente. Et je peux dire qu'aujourd'hui, les consommateurs de ces paillettes qui vont servir à fabriquer des bouteilles en plastique, si l'écart de prix est plus de 5%, ça n'a pas d'intérêt. Je ne suis pas en train de plaider pour quoi que ce soit, je voudrais juste à nouveau, j'insiste sur ce point, vous montrer comment les choses fonctionnent. À gauche, et elles sont plutôt propres, des bâches agricoles en plastique. L'agriculture en utilise de plus en plus. Après transformation, nous sommes à Rodez, l'entreprise s'appelle Sopave. Vous avez ces sacs poubelles que vous voyez dans les rues aujourd'hui et qui sont issus à 100% d'un recyclage de cette matière. Je sors une seconde du recyclage de la matière pour vous rappeler valorisation biologique. Je vous emmène ici en Australie, on est au nord de Sydney. Vous pourriez en voir 5 comme ça, nous en avons 3 également en France. À gauche, vous avez des déchets organiques qui sont rentrés, ils sont triés, ils vont maturer dans ce grand tuyau qui tourne sur lui-même. Et à la sortie, vous avez du compost. Petite interrogation. Si en Australie, ce ne serait pas le cas en France, je n'étais pas regardant, et je vous donne l'assurance absolue que je le suis, je pourrais mettre beaucoup de plastique dans mon compost. Je pourrais ne pas trier très très fort. Parce qu'à la différence de la France, il y a une angoisse en Australie sur l'appauvrissement quasiment exponentiel des terres agricoles, qui en plus ne sont pas très nombreuses. Une demande de compost qui est tellement forte qu'elle pourrait ne pas être gardante si on n'y prêtait pas attention. Donc vous voyez ce que sont les évolutions de l'activité d'une entreprise comme la mienne, si bien qu'on l'a résumé en disant qu'en interne, notre mot d'ordre, c'est on a mis le cap sur la valorisation. Et on s'est fixé un objectif qui est de dire, à l'horizon 2015, nous aurons valorisé 2 tonnes de déchets rentrants pour 1 tonne de déchets éliminés. Il y a moins de 5 ans, la proportion elle était inversée. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a mis une petite signature qui s'appelle « De la suite dans vos déchets ». Il me reste 1 minute et 10 secondes et je voudrais à ce moment-là, dans ce temps relativement bref, évoquer avec vous quelques questions qui ne sont pas réglées correctement. La première, et c'est la principale pour moi, je reviens sur cette feuille. Cette feuille, elle ne me plaît pas, cette feuille de papier ou cette feuille notionnelle, parce que je considère qu'il manque quelque chose d'essentiel et que si on ne le prend pas en compte, on va raconter autour de cette tribune ce qu'on veut, et peut-être n'importe quoi. Je vous mets sur la piste, site alternatif, 3 péniches, nous transportons en mode de transport dit alternatif un certain nombre soit de déchets entrants, soit de matières premières sortantes. Je vous aide encore un tout petit peu plus. Une autre mesure interne dans l'entreprise, en 2015, 2 tonnes de CO2 évitées pour 1 tonne de CO2 émise.
Mon point, c'est qu'on peut dire beaucoup de choses sur le recyclage, sur la gestion des déchets, mais tant qu'on n'est pas d'accord sur l'empreinte environnementale des différentes options, je crains qu'il y ait beaucoup d'ambiguïté. Et à cet égard, je me réjouis de voir que dans les propositions qui sont faites dans le rapport sur l'économie positive, on redise d'une part la nécessité de s'accorder sur des méthodologies. Dites-moi quelle méthodologie utiliser, je le ferai avec plaisir, de façon à pouvoir comparer quelles sont les meilleures utilisations, les meilleures solutions possibles. Vous comprenez bien que si pour obtenir plus de matières recyclées, je dois multiplier à l'infini des circuits de collecte avec des camions qui fonctionnent avec du gasoil, peut-être que je ne suis pas sur la bonne piste. Je soumets également à votre attention les points suivants très rapidement. Le premier, c'est que beaucoup de plastique dans les déchets aujourd'hui. Tenez, voilà une usine que j'aimerais vous faire visiter à la fin de l'année. On sera à Bristol, voilà, si on peut rester sur ce transparent. À gauche, des déchets en plastique. À droite, à l'issue d'un processus de pyrolyse, du fioul. Pour environ 10 tonnes de déchets entrants, 900 litres de fioul sont produits. Et là, la question que je vous pose, c'est elle est où la frontière entre la transformation matière et la transformation énergétique? L'Irlandais qui a conçu ce système, que nous allons développer et industrialiser, dit « mais au fond, le pétrole est dans le sol, le plastique, c'est un état donné, on le retransforme en liquide, et ce liquide, il n'est pas dans le sol, il est dans un flacon en verre. » Question suivante, automatisation. Voilà un robot, c'est une start-up finlandaise, on travaille avec elle. Le robot peut trier tout ce que vous voulez, vous programmez. Et en le programmant, vous lui dites qu'est-ce que tu veux trier, qu'est-ce que tu veux récupérer. Du papier, du carton ou du plastique. Il n'y a pas beaucoup d'emplois derrière cette photo, comme vous le constatez. Et notamment dans un secteur du déchet où il y a beaucoup d'emplois non délocalisables, pas souvent qualifiés. Beaucoup d'investissements à faire. Donnez-moi de la visibilité. Nous sommes prêts, public ou privé, à faire les investissements qui sont nécessaires, mais donnez-nous de la visibilité. Et enfin, dernier sujet qu'on n'a pas forcément en tête sur le transparent suivant, merci pour votre aide, la question qui se pose dans d'autres pays que la France, c'est celle de la valorisation énergétique. Je voudrais avoir le transparent suivant, s'il vous plaît. Et la question qui se pose ailleurs qu'en France, vous avez ici un échangeur de vapeur qui va alimenter en vapeur des serres aux Pays-Bas, une installation qu'on a mis en service il y a 2 ans. Il faut que vous ayez en tête qu'une question qui reste ouverte, c'est que dans de nombreux pays où se pose aujourd'hui un problème d'approvisionnement en énergie, on considère qu'une priorité, c'est d'utiliser d'abord le potentiel énergétique des déchets. Bien sûr qu'on va trier les déchets qui doivent être triés pour être réintroduits dans le circuit économique. Mais cette perception que nous n'avons pas en France, parce que la problématique énergétique n'est pas aujourd'hui la même, je voudrais juste appeler votre attention sur le fait qu'elle est différente ailleurs. Alors, mon propos, c'est une entreprise comme Cita, un gestionnaire traditionnel de déchets, est prêt, et j'espère vous avoir montré qu'on est complètement engagé pour oser véritablement l'économie circulaire. Je suis à la recherche de partenariats. Si vous êtes intéressés, partenariats avec des entreprises, partenariats avec des collectivités, partenariats avec des initiatives individuelles, ce sera avec plaisir que j'essaierai de continuer à tracer la boucle ensemble. Merci pour votre attention.